sa basilique et ses célèbres marches, son funiculaire qui t'envoie en l'air, la place du Tertre où tu peux t'y faire tirer le portrait. J'adore Montmartre. L'un des endroits préférés des touristes, mais aussi des flâneurs. Qui sont là, qui sont juste là et qui glandent, qui se perdent dans les ruelles exiguës, qui admirent ces gigantesques maisons en se disant « Un jour moi aussi, j'en aurai une comme ça ». Ce glandeur ou ce flâneur comme vous préférez, bah c'est moi. Et lors de l'une de mes nombreuses déambulations, un endroit a particulièrement retenu mon attention. Le vidéoclub de la Butte. Alors c'est donc vrai qu'il existe encore des vidéoclubs à Paris. Mais c'est génial ça. Le plaisir de louer des films en DVD. C'était toute mon enfance ça. Au moins 3 par semaine fut un temps. J'ai vraiment envie de voir ce qu'il s'y passe à l'intérieur. Et si on allait faire un tour ? Je me retrouve dans un paradis pour tous les passionnés de films et de cinéma, et en explorant les moindres recoins de cette caverne merveille, je me fais la réflexion à quel point la quantité de films proposés est hallucinante. On trouve tous les films de tous les genres, même les dernières nouveautés qui sont présentes. Le catalogue est super vaste, j'ai vraiment l'impression que le temps s'est arrêté. Me retrouver dans les mêmes vidéoclubs que j'avais pour habitude de fréquenter étant enfant. Ah là là, les vidéoclubs, ces commerces révolutionnaires à l'époque. On en comptait des centaines et des centaines partout en France. Mais aujourd'hui, il n'en reste quasiment plus. En effet, les premiers vidéoclubs en France ont émergé au début des années 80, parallèlement à la démocratisation des magnétoscopes VHS et Betamax. Ces appareils devenus accessibles au grand public ont créé une nouvelle demande pour la location de films à visionner chez soi. Turbo Drive, le magnétoscope le plus rapide du monde, qui rembobine 3 heures d'images en 90 secondes. Les vidéoclubs se sont multipliés rapidement, en particulier dans les grandes villes, proposant des catalogues variés de films récents, classiques et parfois introuvables ailleurs. Le phénomène a été favorisé par l'absence initiale de réglementation stricte sur la distribution vidéo en France, ce qui a permis à de nombreux entrepreneurs de lancer des vidéoclubs. Moi, si vous voulez, le vidéoclub, c'est la boulangerie du coin. Hein. On y va en faisant ses courses avec son petit panier, et puis en passant, avant de rentrer manger, on va prendre une cassette, ou alors le soir, en rentrant du boulot, on prend une cassette. En 1984, on comptait déjà près de 10 000 vidéoclubs dans le pays. C'est énorme. Ce marché florissant a attiré l'attention de grands studios de cinéma qui ont peu à peu instauré des contrats de location et des systèmes de licence pour encadrer l'exploitation de leurs œuvres. Le succès des vidéoclubs a marqué une révolution dans la manière de consommer des films, offrant une alternative aux salles de cinéma et inaugurant une nouvelle ère dans la culture audiovisuelle domestique. Et puis par la suite, évidemment la VHS a disparu petit à petit pour laisser place au DVD. Mais ça, on y reviendra plus tard. Le vidéoclub de la Butte est l'un des derniers vidéoclubs existants dans la capitale, mais aussi en France. Ce bastion de la résistance vidéoclubienne est tenu depuis un paquet d'années maintenant par Christophe. Et une chose est sûre, c'est que cet homme est un véritable puits de connaissances cinématographiques. Et s'il y a bien une personne qui pourra nous renseigner sur les vidéoclubs, c'est bien lui. Bonjour Christophe, bonjour François. Merci de me recevoir dans ton vidéoclub, le vidéoclub de la Butte, dans le quartier de Montmartre. Ouais, au 49 rue Colincourt. Dans le 18e arrondissement. Voilà, donc. depuis plus de 40 ans. J'ai plusieurs questions à te poser sur ce lieu, car les vidéoclubs, moi, c'est toute mon enfance, mon adolescence. Je suis vraiment issu de cette génération des personnes qui louaient des films très souvent par semaine. Donc voilà, en premier lieu, j'aimerais que tu te présentes, que tu me racontes un peu ton parcours, ce que tu veux, d'où tu viens et comment as-tu atterri ici. Je suis Christophe et je suis le gérant du vidéoclub donc de la Butte. Comme je te disais tout à l'heure, il a 40 ans et moi je l'ai repris en 2003. J'ai toujours été client de ce magasin. À l'époque, je passais devant 4 vidéoclubs parce que j'habitais un peu plus bas, mais c'était déjà un vidéoclub qui avait la particularité d'avoir beaucoup de films, les VHS à l'époque, et de les avoir en version originale sous-titré français, ce qui était plutôt rare. Parce que souvent les vidéoclubs avaient, quand il y a eu la naissance après des chaînes, beaucoup de blockbusters et en version française. Donc ici, dès le début, la personne qui l'a tenu les 20 premières années faisait le choix d'avoir vraiment du film de patrimoine, de catalogue, et de les avoir en version française et en version originale, ce qui était rare. Et puis en 2003, le gérant m'a dit dépêche-toi de terminer ton forfait parce qu'il n'avait pas trop fait le tournant du DVD. D'accord, ouais. Il montrait un peu le bout de son nez, surtout Internet lui faisait énormément peur. Il avait perdu pratiquement 50% de son chiffre d'affaires. Ah ouais, déjà au début, de 2003, il sentait bien que c'était surtout le téléchargement illégal à ce moment-là, donc il n'y avait pas grand-chose à faire, quoi. Excusez-moi, je fais une petite pause, mais en effet, c'est le téléchargement illégal qui a sonné le début du déclin des vidéoclubs. Et ça, je savais pas. Moi, j'étais persuadé que c'était vraiment avec l'arrivée des plateformes de streaming. Et non, c'était bien avant. On se rappelle tous de cette pub contre le téléchargement illégal dans les bandes annonces des DVD qu'on achetait. Et si vous n'avez jamais vu cette pub, bah là... je sais pas quoi vous dire. Il n'avait pas trop fait le tournant du DVD, donc voilà, il allait fermer et moi j'étais hyper attaché à ce lieu. Il y avait déjà quelques vidéoclubs qui fermaient, comme je te disais, pour venir ici, je passais devant 3 vidéoclubs. Là, il n'y en avait plus que 2.
Donc je sentais bien que l'autre était passé sous une franchise avec essentiellement du blockbuster, les dernières nouveautés, souvent les films les plus téléchargés sur internet, donc bon, il n'avait pas complètement tort, quoi. Sauf que il y avait le DVD et puis il s'est trouvé qu'à ce moment-là, je ne bossais pas. Moi je suis musicien à l'origine, j'ai toujours fait des boulots alimentaires à côté et puis avec ma femme on s'est dit on va se retrousser les manches, on va investir à fond dans le DVD puis on va essayer de faire perdurer ce lieu. Et c'était en 2003, on est en 2024, on espérait le faire perdurer une dizaine d'années. Bon, ça fait 14 ans, on a tiré 14 ans de plus, tant mieux, mais effectivement il a fallu y aller au niveau des heures d'ouverture, pas compter nos heures et surtout le moindre euro était réinvesti parce que quand j'ai pris le magasin il y avait 20 000 VHS, il a fallu racheter 25 000 DVD. C'était la seule façon de pouvoir continuer. Donc pour donner une idée, une cassette vidéo à l'époque c'était entre 1500 et 1800 francs. Et un DVD, c'était entre 70 et 80 euros. D'accord. Le DVD. Le DVD. Hein. Après, si tu voulais 3 ou 4 exemplaires du DVD, c'était 3 ou 4 fois cette somme-là. C'était pas un droit pour plusieurs supports. Il y a beaucoup de clients qui viennent louer des films de façon hebdomadaire, voire quotidienne, au vidéoclub de la Butte. Des mordus de cinéma, des passionnés pour la plupart, mais aussi des jeunes adolescents, à peine âgés de 20 ans. C'est dingue. De façon générale, je trouve ça fantastique, moi. Qu'avec toutes ces plateformes de streaming que l'on peut trouver, Netflix, Amazon Prime, Disney+, et j'en passe, certaines personnes préfèrent se rendre sur place et louer un film, prendre le temps de regarder, de lire les résumés, flâner dans ces gigantesques rayons, se faire conseiller par Christophe et voir des films dont ils n'auraient jamais su l'existence auparavant. C'est génial. Petit gamin, c'est encore plus touchant, quoi, Kess. Mais là aussi, je l'avais jamais vu, donc je pensais que je l'avais vu et finalement non. Mais lui aussi, il est. Mais Kess, c'est tellement les années 60, tu te dis. Putain, moi, Kess et Family Life, qu'est-ce qu'il morphait à l'époque, purée. Voilà. Comme nous, voilà, on est à ça. Mais rien que pour le jeu de Quenard. Bon écoute, j'avais envie de le voir. Et voilà, profite. Je viens plus ou moins de façon hebdomadaire, ça fait un peu plus d'1 an que je suis inscrit au vidéoclub, je suis très content, la palette, l'offre est large, au cinéma d'auteur ou un peu plus grand public. J'ai découvert le vidéoclub début 2024 par Facebook. Ça m'a tout de suite évoqué un truc sympathique, un peu nostalgique aussi, mais pas triste. Je suis du coin, je suis du quartier, on vient très souvent, surtout beaucoup avec mon fils. Ça fait pas mal d'années qu'on est là et mon fils regarde qu'à maintenant 15 ans, mais depuis l'âge de 6 ans, il doit prendre 4-5 films par semaine ici, quoi. Je pensais même pas que le concept de vidéoclub existait encore, donc je me suis dit je vais y aller. Puis bon, Christophe qui tient la boutique depuis très très longtemps et très très sympa et très bon conseiller. Mais surtout la raison pour laquelle on vient, c'est que voilà, c'est les dernières librairies. On rentre pour prendre un film en tête et puis on repart avec un film qu'on n'avait pas prévu de prendre, une autre découverte, ça nous permet de faire plein de choses. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, sans stigmatiser les plateformes, parce que c'est très bien que ça existe, malheureusement c'est vrai que c'est dommage que ce genre de choses s'en aille, parce que quand les librairies, c'est un moment où on peut parler cinéma, on parle littérature, on va pour acheter un livre, on repart avec un autre livre, on lit un DVD. J'utilise pas les plateformes de streaming. Du coup, moi maintenant, presque plus. Support DVD, des DVD que j'achète, évidemment aussi, des amis qui me prêtent également des DVD. Vous êtes vraiment attaché au support DVD, etc. Tout et voilà. à fait, exactement. Ouais. Et puis pour la qualité de l'image. Non, j'ai même racheté un lecteur DVD exprès pour louer des films ici. Bien sûr, la culture incroyable cinéphilique de Christophe nous aide à trouver des bons films. Donc voilà, c'est une super vie de quartier, et puis voilà, puis c'est un lieu de cinéma, quoi. Et puis on est entouré par l'histoire du cinéma autour de soi, donc c'est chouette. Vous avez des idées de ce que vous allez prendre Ouais, quand je viens, je vais prendre un italien et puis peut-être un polar américain. Une bonne soirée, week-end en prévision. Exactement. C'est important que ces lieux se gardent et se préservent parce que voilà, c'est des mémoires de cinéma, c'est des lieux où on parle cinéma et on voit cinéma et surtout voilà, on découvre un cinéma et des régions cinématographiques et des metteurs en scène et des films. Là en ce moment je fais les biographies, La Môme, Gainsbourg. Cet été j'ai fait Fabrice Lucchini, je suis sur Cillian Murphy en ce moment. On n'aurait jamais découvert si on venait pas là, quoi. Et que malheureusement les algorithmes nous orientent pas forcément sur ces films-là, mais au-delà des algorithmes, c'est quelque chose de vivant, on discute des films et puis quand on aime un metteur en scène, on a Christophe, il nous en fait découvrir un autre film ou nous amène sur un autre type de cinéma, voilà. Donc non, c'est magique. Il y a ton adhésion qui est terminée, Alexandre. Ah ouais, Tu veux la refaire? Ça veut dire que ça fait depuis 1 an que tu viens. Du coup, pour fêter ça, je vais t'offrir la location du film italien. Voilà. Merci. Pour fêter tes 1 an. À ton avis, pourquoi c'est important pour les gens encore aujourd'hui de venir dans des vidéoclubs? Pour l'échange. L'échange, le partage, le contact. Je pense qu'à l'heure où
On peut tout faire de chez soi, se faire livrer de la bouffe. Je pense que les gens certains ont encore besoin de se déplacer, d'avoir un contact, de discuter, de partager, d'échanger. Un rôle de transmission. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont encore attachés à l'échange et au partage. Pas derrière un écran, mais en physique. Des jeunes venir, mais qu'est-ce qu'ils vont se faire chier à aller télécharger un film sur internet ou à scroller sur des... Quand t'as 10 minutes, un quart d'heure de chez eux, ils ont accès à tout ça. Il demande un film, il vient, il se met là comme ça, il dit je veux tel film, hop, tu lui donnes. Il est pas là, puis à pas le trouver, puis à prendre autre chose parce que l'algorithme lui a dit si t'as bien aimé ça, il y a ça et ça et ça. Faut juste pousser la porte, faut être curieux. Tu pousses la porte et là après c'est... le monde s'ouvre. Il reste une vingtaine de vidéoclubs en France qui fonctionnent à peu près tous sur le même modèle avec un gros catalogue. C'est la seule façon de pouvoir résister. Paris 2 ou 3, sur la région parisienne 4 ou 5. Et après je dirais que chaque grande ville, je sais qu'il y en a un à Bordeaux, Marseille, Lyon, Toulouse. Voilà. Dans chaque grande ville a essayé de garder encore une résistance un peu. Un lieu. Et je pense que c'est des gens qui doivent. qui se retroussent les manches. J'imagine. Dans la même situation. J'aimerais bien qu'on approfondisse un peu ce sujet sur le fait que les vidéoclubs ont disparu petit à petit. J'imagine évidemment que c'est c'est avec l'arrivée du DVD, ensuite du Blu-ray, du téléchargement illégal, puis maintenant les plateformes streaming. Ce qui a fait disparaître les vidéoclubs, c'est le téléchargement illégal. C'est vraiment ça la cause principale. Tu peux pas lutter. Je veux dire, l'arrivée des plateformes, bien au contraire. Ça formalise le truc. Chaque plateforme a une offre. Avec un tarif, parce que les gens pensent le streaming n'est pas forcément légal, c'est pas parce que tu télécharges pas le film que c'est légal, parce que c'est pareil, c'est des termes très américains ça, télécharger, tu sais pas si c'est légal ou illégal. J'ai téléchargé un film, quand tu vas faire tes courses, tu dis je vais faire mes courses, ou je vais voler mes courses. Non mais c'est vrai, il y a oui, bien sûr. C'est vrai qu'en anglais, télécharger, les gens ils savent pas trop, streaming, ils savent pas trop. Du moment que tu ne payes pas une offre au mois ou une offre à l'acte, c'est que c'est illégal. Forcément, tu es en train de piquer quelque chose à quelqu'un. Bien sûr. Nous, on a 25 000 films. Grosso modo, le tarif, c'est 4 € pour l'allocation d'un DVD. Moi, quand je venais ici, gamin, louer mes cassettes vidéo et mes DVD, je payais 25 francs. Ça parlera pas aux jeunes, mais 25 francs, c'est 4 €. Donc, tu vois, au bout de 30 ans, c'est toujours le même tarif. Je crois que 4 €, c'est le prix de ticket de métro, ou c'est le prix d'une quiche, même pas le prix d'une bouteille, de vin. Donc, même une famille, on peut arriver à se divertir et à se cultiver pour 1 € par personne. Papa, maman et les 2 gamins. Donc, qu'est-ce que c'est 1 €? C'est rien du tout. Sur rien qu'un Netflix et un Disney+, ça fait 250 € par an. Moi, quelqu'un qui me dépose 250 € par an, techniquement, il voit 250 films. Il a presque un film par jour sur un catalogue de 25 000. Que là, avec ces 250 €, tu as uniquement Disney et c'est Disney, et Netflix et c'est Netflix. Donc là, il n'y a pas de problème. Là, on a une concurrence. La plus-value, après, c'est nous. On conseille les gens, on les oriente. C'est pas parce qu'ils ont aimé tel film que... Voilà, on n'a pas d'intelligence artificielle. C'est pas parce qu'ils ont aimé tel film qu'on va leur conseiller tous les films du même réalisateur. On va les emmener vers autre chose. Donc on a pas mal de jeunes qui peuvent se permettre d'avoir un Netflix parce qu'ils peuvent partager les codes quand c'est possible. Qui peuvent s'abonner à quelques plateformes, mais qui peuvent pas s'abonner à 3 ou 4 plateformes. Ils ne peuvent pas mettre 300 ou 400 € par an. Donc le reste, ils viennent le prendre ici. Quand ils prennent un film, ils le payent. S'ils viennent pas, ils payent pas. Ils ne sont pas débités de 12 balles ou 10 balles par mois. Même s'ils consomment rien, évidemment. Donc c'est vraiment à l'acte. Pour répondre à ta question, ça a été le téléchargement illégal, mais maintenant qu'il y a les plateformes, ça se normalise et charge à nous de proposer une offre, un tarif, et puis notre plus-value. Que c'est bon de se perdre dans les rayons et de voir tous ces films que je connais par cœur pour la plupart et qui m'ont bercé tant d'années. Ces mêmes films que j'ai loués un nombre incalculable de fois avant de pouvoir me les procurer en DVD et de les avoir à moi, rien qu'à moi. Anniversaire, Noël, cadeau de mes parents sans raison, ou bien cadeau parce que j'avais des bonnes notes à l'école. C'était rare ça. Quel bonheur de flâner moi aussi à mon tour. Les triplettes de Belleville. Hop, le garçon et la bête, ça. Animation japonaise. Hop, après, les Russes aussi, ça plaît beaucoup, tout ce qui est Tartovsky, un cinéma comme Requiem pour un massacre, Bouge pas meurt ressuscite, tout le cinéma de Liventov, et c'est loué essentiellement par des jeunes en fait. C'est ça qui est super. Ce qui donne envie de continuer. T'as un jeune de 25 ans qui te dit est-ce que vous avez tel film, je l'ai pas vu, alors... Dans un premier temps, je suis nul, je l'ai pas vu. Je leur dis mais il y a pas, tu te vois là, t'as 25 ans, c'est impossible de tout avoir vu. Le plus important,
c'est de savoir que ça existe, déjà. Parce qu'il y a plein de gens, des Italiennes ou des Italiens, des Allemands qui viennent, tu leur parles de Wim Wenders, ils ont 25 ans, ils connaissent même pas le cinéma de leur propre pays. Donc j'ai dit, déjà, c'est toi de savoir que ça existe, d'être curieux, d'avoir envie de le regarder. Maintenant, voilà, tu le regardes maintenant, il n'y a pas de souci. Mais surtout, quelle chance tu as de ne jamais l'avoir vu, quoi. J'aimerais vraiment être à ta place. J'ai un gamin, il est parti tout à l'heure, et il est parti avec Solaris, en film russe. Je me suis dit, putain, là, tu vas te... The Wall, d'Alan Parker, excellent. Et après, l'américain, il l'avait trouvé où, Terry Gilliam. Je crois qu'en Terry Gilliam, c'était L'Armée des 12 singes. Tu te dis, le mec, il parle avec 4 films, mais putain. The Wall, d'Alan Parker, rien. Après, du coup, il savait pas trop quoi en italien. Je lui ai conseillé Enquête sur un citoyen en dessous de tout soupçon. À vie, là, ils sont, là, c'est des souvenirs, ils se créent des souvenirs. Tu m'étonnes. Mais il y a de tout, voilà. Ça d'ailleurs, c'est un boomer qui l'a loué. Il a vraiment pas pris. Mais après, bon voilà, les mecs qui viennent au vidéoclub, qui ont une cinquantaine, une soixantaine d'années, c'est vrai que les classiques, souvent, ils les ont déjà vus, donc ils tapent vers des trucs un petit peu plus faciles. Non, voilà, ils sont vieux, ils prennent le plaid et puis ils se regardent leur série. C'est un petit peu plus gênant quand c'est des jeunes d'une vingtaine d'années qui regardent des séries. Le cinéma, il y a tellement de belles choses à découvrir que c'est peut-être dommage d'y mettre de l'argent et que c'est bien fait, mais les 8 saisons du Petit Dragon qui vole, je leur dis souvent, je les ai, mais garde-toi ça pour quand tu seras vieux avec ton plaid et ta tasse de thé, puis là, vas-y, découvre le cinéma du monde, parce que tu vas ça sera à chaque fois une nouvelle expérience. Est-ce que tu fais des films X ici? Non, pas de film de X du tout. T'en as fait à une époque? Non, jamais. C'est pas la peine. C'est des premiers films qui ont été mis sur Internet, donc non. Puis de toute façon, c'est toujours le porno qui a même boosté les vidéoclubs au début, parce qu'il y a beaucoup de vidéoclubs, ils vivaient essentiellement avec l'UX, et maintenant Internet vit essentiellement avec le cul aussi, donc je leur laisse ça, il n'y a pas de problème, cadeau. J'imagine que du coup c'est énormément de travail, ça c'est indéniable. Est-ce que toi, tes confrères, tes consoeurs, si tu en connais dans le même milieu, est-ce que vous vous y retrouvez? Ou est-ce que c'est toujours une lutte permanente? J'ai vu comme quoi en 2021, je crois, pendant le Covid, il y avait un mouvement un peu pour soutenir le vidéoclub de la Butte, il y avait une cagnotte qui avait été lancée. Voilà, parce que chaque vidéoclub a un peu ses propres soucis. Un vidéoclub qui va être à Bordeaux n'a pas la même charge foncière, le même loyer qu'ici à Montmartre. C'est clair. Un vidéoclub où c'est le même propriétaire qu'il a depuis 40 ans, il y a de grandes chances qu'il a acheté ses murs. Son catalogue, il l'a continué à l'acheter. Il n'a pas, comme nous en 2003, racheté un vidéoclub. Parce que bon, malgré tout, il ne me l'a pas offert, le monsieur. Quand même, chaque vidéoclub est en fonction du lieu géographique où il est. Voilà, nous on est locataire du local, je ne suis pas propriétaire des murs, donc il y a un loyer à sortir tous les mois. Donc effectivement avec le Covid, ça a été notre premier souci, parce que quand tu ne fais pas rentrer d'argent, mon propriétaire voulait continuer à toucher son loyer. Et effectivement, il y a une mobilisation qui s'est faite au moment du Covid, avec dans un premier temps des gens du quartier qui sont passés tous les jours devant le rideau baissé, et là ils se sont dit, c'est vrai que putain merde, ça nous manque quoi. Parce que oui, on a internet, mais bon, quand même, avec les gamins, c'est souvent la première sortie au vidéoclub avec le boulanger, quand je vois des gamins qui arrivent le vendredi avec le pyjama licorne, en train de préparer la pyjama party, qu'il est 9h le soir. Tu dis que ça fait certainement depuis 2 heures qu'ils sont à la maison sur les plateformes en train de chercher un film et qu'ils n'y arrivent pas quoi. Les gamins ils viennent là et 5 minutes après ils sont dehors avec un film que je pense qui ravira tout le monde. C'est la première sortie, c'est un lieu d'échange et là les gens trouvant le rideau baissé, ils disent ça nous manque, donc ils se sont mobilisés. J'annonce un premier temps pour nous aider à payer tous les arriérés de loyer. Et puis après on a eu d'autres personnes qui se sont dit faut pérenniser le lieu, parce que les cagnottes on peut pas les faire à chaque pépin. Donc après j'ai des gens qui se sont mobilisés concernant le foncier ici pour nous aider, mais à long terme. Voilà. D'accord. Donc on est dans une situation instable qu'on l'était avant le Covid. Après, concernant le local qui a changé de propriétaire, c'est un particulier, c'est quelqu'un du quartier qui a racheté les murs pour pouvoir nous conserver ici avec un loyer qui est supportable pour ce genre de commerce, mais rien que ce soit du CNC, du ministère de la Culture, rien du tout. Bon, j'aurais fait une petite pause. Christophe va aborder un sujet très intéressant en ce qui concerne les aides. En effet,
fait, il n'existe aucune aide de l'État pour subvenir aux besoins des vidéoclubs, et en l'occurrence celui de Christophe, ce qui est quand même très dommage, je trouve. Oui, le streaming a une place considérable dans l'industrie aujourd'hui, mais il y a tout de même une demande pour louer des films. Ça existe encore bel et bien, vous l'avez bien remarqué, c'est un fait. Donc pourquoi ne pas aider les vidéoclubs également? C'est vraiment dommage. Il y a des aides qui ont été faites dans les années 80 pour sauver les libraires, c'était génial, avec un prix du livre imposé, ce qui fait que t'as pas une concurrence déloyale avec les... Et pourtant ils se font bouffer eux aussi par les Amazon et consorts. Oui, bien sûr. Une TVA réduite. C'est vrai que nous, on n'a pas... C'est encore du luxe, hein, c'est une TVA, le plus haut taux de TVA. C'est considéré plus du luxe que le chocolatier d'à côté ou le fromager d'à côté. Après voilà la notion du luxe. Le livre c'est pas du luxe, un film c'est du luxe. C'est vrai qu'il y aurait peut-être des moyens, des bouffées d'air, on pourrait dire, pour essayer de sauver l'édition vidéo qui est quand même encore présente en France. Parce que les gens achètent encore des DVD, puis des rayons énormes comme dans le temps. Si on retrouve ça que chez les professionnels, comme les libraires, c'est très bien. Effectivement, peut-être qu'ils pourraient voir une TVA un petit peu réduite pour nous donner un petit peu... Vu que nous, les prix n'ont pas bougé, je pense de tous les vidéoclubs, on est à peu près tous dans le même cas, nos prix n'ont pas bougé depuis plus de 20 ans. Quand on voit que l'énergie a pris pratiquement 30%, donc c'est notre marge qui est grignotée à chaque fois. Ouais. Donc effectivement, récupérer de la marge en faisant une TVA qui serait calqué sur ce qui a été fait pour le livre dans les années 80 pour sauver le livre, pour essayer de sauver l'édition vidéo, on pourrait faire la même chose. Il se passe pas une semaine sans que j'ai pas un jeune qui va me déposer un CV en me disant ça serait mon kiff de bosser ici, vraiment j'aime le cinéma, quand je vous entends, même moi quand je suis avec mes potes, je parle vraiment, je leur dis oui c'était possible à une époque, mais là maintenant c'est compliqué. C'est compliqué, c'est dommage parce qu'on pourrait peut-être même embaucher un peu et faire perdurer cette filière qui est l'édition physique. Ouais, bien sûr, l'édition physique qui compte, elle est absolument pas morte. Vous me parlez concernant les nouveautés. Les films, ils sortent en premier en DVD, donc dans les vidéoclubs. Après, tu les trouves sur les plateformes. Sauf si c'est des films de plateforme, donc produits par les plateformes, au forcerie tu les trouves nulle part, tu les trouves pas au ciné, c'est pas des films de cinéma quoi, c'est des films de plateforme. Donc les films sortent en premier lieu en DVD et en fonction, c'est de la chronologie des médias, hein, c'est bien encadré en France, mais en fonction de ce qu'investissent les télés, elles ont le film après. Donc le premier contributeur c'est Canal+, donc c'est pour ça qu'historiquement ça a toujours été après les vidéoclubs Canal+. Donc les nouveautés on les reçoit toujours 3 mois après la sortie salle. Avant c'était 6 mois, c'était bien, ça permettait de laisser un peu le temps. Mais comme il y a les plateformes qui veulent les films de plus en plus vite, eux, parce qu'aux États-Unis par exemple il n'y a pas la chronologie des médias, donc les films peuvent parfois sortir en même temps en vidéo, streaming et au cinéma. En France on a vraiment voulu séparer et heureusement. Donc comme les plateformes en France poussent à avoir les films le plus vite possible, du coup ça décale tout le monde parce qu'on leur accorde des faveurs en leur disant avant vous étiez à 1 an, vous voulez passer à 9 mois, donc du coup ceux qui étaient à 6 mois ils passent à 4, nous qui étions à 6 on passe à 3 et voilà, donc ça fout un peu le bordel dans tout ça parce que de toute façon c'est le cinéma qui en pâtit en premier lieu. Est-ce que tu penses que... Après, on peut pas prédire l'avenir, hein, mais est-ce que tu penses que plus tard les plateformes de streaming, donc Disney+, Amazon, Netflix, etc., peuvent entre guillemets se casser la gueule, et est-ce qu'on pourrait revenir à justement un peu si je peux dire les bases, et vraiment comme justement donc tu parlais avec le vinyle. Non, je pense pas, ça continuera à vivre en parallèle. Regarde, t'as les plateformes de streaming pour la musique qui sont là, et puis t'as les disquaires qui se trouvent là aussi. Oui, bien sûr. Et il n'y a pas de raison. La seule différence peut-être, je connais pas à fond les plateformes, à une nuance peut-être que je crois qu'au niveau de la musique, il suffit que les plateformes comme Spotify ou autres fassent un deal avec quelques grosses maisons comme Universal, je crois qu'ils représentent maintenant près de 80% de la musique, plus quelques deals avec d'autres petits éditeurs, ils peuvent proposer un catalogue monstrueux. Ouais. Ce qui sera, je pense, pas le cas dans le cinéma. C'est-à-dire pour ça qu'on voit les Netflix et autres produire leur propre contenu. Parce que je pense que Paramount ne filera jamais son catalogue à la Warner. Oui, bien qui sûr. ne filera jamais à la MGM. Canal, voilà. Il y aura peut-être quelques partenariats. D'ailleurs, on voit bien les plateformes qui sont plus généralistes, qui ne sont pas un éditeur, comme Netflix. Ils ont un petit peu de tout, mais vite on leur retire. Oui, c'est ça. C'est toujours à durée déterminée, quoi. C'est pas eux. C'est bien pour ça que je pense que Disney, qui avait donné tout son catalogue avec Miyazaki et autres à Netflix pour voir comment le truc fonctionnait, ont bien vu, dès que ça fonctionnait, le retirer pour se créer sa propre plateforme. D'accord, je savais pas ça, que il y avait une... Ok, d'accord. Bah oui.
Et Disney, Ok. quand il arrive et qu'il crée sa plateforme, c'est un siècle de cinéma qu'il peut balancer sur sa plateforme. Ouais, c'est clair. C'est pas Netflix qui est en train de produire des trucs là, C'est tout récent, en essayant de sortir un peu les rames, de nous faire croire des chiffres pas possibles, alors qu'ils ont un mode de calcul complètement opaque. Bon, voilà. Je veux pas forcément tirer sur eux, je pense que ces autres plateformes un peu généralistes comme Amazon, tout ça, elles fonctionnent pareil. Mais voilà, ils vont pas partager leur catalogue. Donc, au contraire, je pense qu'on multipliera de plus en plus les plateformes. Ouais, d'accord. Chacun voit sa forcément, part il y du en a qui se gâteau. péteront la gueule. Oui, Celles qui n'ont pas réussi à avoir ce qu'il faut au moment où il faut, elles sont peut-être en péril. Les plus en péril, c'est les Netflix et autres. Ah ouais, ok, d'accord. Bah ok, oui. ouais. Bah oui, parce qu'eux, ils sont obligés de toujours être à la cour, être à la page et tout. d'avoir du contenu. Les autres, ils l'ont déjà depuis pas mal de temps, quoi. Paramount, c'est pareil, c'est un siècle de cinéma. La Warner, la MGM, Disney, tout ça, c'est... Les mecs, ils ont le catalogue, il est déjà là, le catalogue. Il suffit juste de numériser les films. Il n'y a pas besoin de les fabriquer, les films. Ouais. Mais je pense pas qu'elles disparaîtront. Non. Donc, ou alors, je te dis, les premières, ça serait peut-être celle-là. Mais bon, elles en ont sous le pied. Puis il y en aura d'autres derrière. De toute façon, c'est la mairie qui te file de la thune, même si c'est à perte. Et puis, ouais, c'est ça, ouais. c'est pas le même système économique. Ouais. Est-ce que tu as des films, quand tu les as vus la première fois, tu t'es dit waouh, je veux vraiment explorer ce milieu, ce monde. Après, moi, les films de ma génération, bien sûr, c'était les Blade Runner, les Scarface et les Duellistes et les Aliens, tous ces films-là. Mais après, j'ai pas de film de cœur. Je dirais que le meilleur film, c'est peut-être celui que je regarderai demain ou après-demain, quoi. Okay, je regarde rarement plusieurs fois le même film, parce qu'il y en a tellement à découvrir que... Après, oui, j'ai des réalisateurs un peu fétiches dans le cinéma. On est dans le cinéma français, c'est vrai que des réalisateurs comme Verneuil, comme Yves Boisset ou même Truffaut, et des cinéastes que j'aime beaucoup, bien sûr. J'ai des petites préférences, mais j'ai pas le film de chevet. J'ai ça dans la main, La Knock, un film d'1h30. Louis Jouvet est exceptionnel. C'est un film en plus qui est prémonitoire par rapport à ce qui nous est arrivé quand on parlait du Covid. Ouais. Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette? Bon, j'en mange jamais. Sinon, sur Michel Gondry, aussi, c'était un été, il venait beaucoup. On discutait beaucoup le soir, parce que comme je te dis, je fais de la musique, je suis batteur. Michel est également batteur, et on a un batteur qu'on aime bien, tous les deux, et un groupe qu'on aime bien, c'est les Who, et notamment le batteur des Who, Keith Moon. Et il le sait, un jour il arrive, il me dit ouais, il y a un projet de film, j'ai rencontré Roger Daltrey, qui est le chanteur des Who. Il y a un projet de film, c'est Roger Daltrey qui a les droits, un film sur Keith Moon. Keith Moon doit être joué par Mick Meyer, bref, il me fait tout le... je dis putain, c'est cool, t'as rencontré Roger Daltrey, un film sur Keith Moon et tout, ça devrait être pas mal, machin. Puis tout l'été, on discute de ça, mais on discute de plein d'autres choses. Et puis à la fin du mois d'août, il me rend pareil, le film, il me dit on va pas se voir pendant un certain temps parce que je retourne à New York. Je dis ouais, j'espère que ton film sur les Who et tout, sur Keith Moon, ça va se faire, ça va bien se passer. Et il me dit non, j'ai une autre idée en fait, figure-toi, là, qui me trotte dans la tête depuis quelques jours. C'est un film sur l'histoire de deux gars qui bossent dans un vidéoclub. Et là, je pensais qu'il me balance une blague, quoi. Je dis ouais, en plus on était tout le temps deux derrière le comptoir à l'époque. Je dis si, deux gars, puis ils ont des cassettes vidéo. À l'époque, j'avais encore pas mal de cassettes vidéo, mais c'était quand même un peu atypique, donc je pensais vraiment qu'ils me balançaient une blague. Et puis il me dit je sais pas trop, les cassettes vont s'effacer. Il me pitchait le film, il me disait voilà, il va y avoir un transfo de chez EDF qui va s'installer à côté du vidéoclub, ça va démagnétiser les films, et les mecs vont être obligés de retourner les films eux-mêmes parce qu'ils n'ont plus rien à proposer à leur clientèle. Et vraiment, je pensais qu'ils me balancent une blague, parce que nous on se balance souvent des voilà, je dis ouais, allez, c'est ça, allez, va en Amérique, et puis à la prochaine. Il revient 6 mois après. Je lui dis alors le film des Who, il me dit non, mais il me dit je fais mon film qui se passe dans un vidéoclub. Et en fait c'était pas une blague parce qu'il a fait aux États-Unis à ce moment-là, Soyez sympa rembobiné. Avec Mos Def et Jack Black. Mos Def et Jack Black. Oh là là, ce film. Je l'avais vu au cinéma avec ma mère et mon grand frère, je m'en rappelle. J'avais 11 ans. J'avais adoré. C'était hilarant. Mais de quoi il parle, ce film? Soyez sympa, rembobiné est une comédie réalisée par le français Michel Gondry en 2008. L'histoire se déroule dans un vidéoclub en déclin à Passaic, dans le New Jersey. Après un accident électrique, Jerry, qui est interprété par Jack Black, démagnétise toutes les cassettes VHS du magasin, ce qui les rend inutilisables. Pour sauver l'entreprise de leur ami et patron Mr. Fletcher, interprété par Danny Glover, Jerry et son collègue, Mike, interprété par Mos Def, décident de retourner eux-mêmes les films en les recréant de manière artisanale et loufoque. Leur version suédée, c'est-à-dire avec des effets spéciaux faits maison et des scènes improvisées, deviennent un succès local, attirant une foule curieuse. Mais les choses se compliquent quand des problèmes de droits d'auteur surgissent. Le film est à la fois un hommage à la créativité, à la camaraderie et à la magie du cinéma, avec une bonne dose d'humour absurde. Foncez voir ce film si vous ne l'avez jamais vu, il vaut clairement le détour.
C'est incroyable de se dire que ce vidéoclub a inspiré l'histoire à Michel Gondry et de fil en aiguille on a fait un film. C'est génial. Et des anecdotes comme ça, Christophe, il en a des multitudes. Ah là là. Cette multitude de films m'a donné envie de me replonger dans ma propre collection de DVD. Je suis un grand consommateur des plateformes de streaming, c'est indéniable, je ne peux pas dire le contraire. Mais il m'arrive tout de même de continuer d'acheter des DVD de temps en temps. Et surtout de regarder des films qui sont disponibles sur internet en DVD, directement chez moi ou chez mes parents. C'est comme si je revenais en arrière en les visionnant comme je les visionnais à l'époque. C'est peut-être bête hein, mais je sais pas, c'est une sorte de rituel. Je vous propose de quitter un petit temps le vidéoclub de la Butte et de nous rendre chez moi pour se plonger dans une partie de ma collection. Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Pardon? Je leur dis que je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. On est dans mon domicile et c'est vrai que moi avec le temps j'ai accumulé une immense collection de DVD. J'en ai encore beaucoup qui sont là et d'autres chez mes parents à la campagne. Donc là c'est vrai que principalement c'est surtout les films d'enfance, les blockbusters, etc. Mais le fait de voir tous ces films au vidéoclub, ça m'a rappelé que moi aussi j'avais une belle collection à l'époque quoi. Ce film là, voilà. Incroyable. Je me rappelle très bien quand j'avais en DVD celui-là, du coup c'était quelques mois après la sortie en salle. Et le fait d'être allé chez Christophe dans son vidéoclub, ça m'a donné envie de le revoir du coup. Et j'avoue j'avais la flemme de réinstaller mon lecteur DVD chez moi. Du coup je me suis dit on va forcément le trouver en streaming sur toutes les plateformes etc. J'ai cherché pendant des heures et il était nulle part, même en location, même sur YouTube, Netflix, Prime etc. Du coup j'étais très content de l'avoir en format DVD. Les Orphelins Baudelaire, putain, ouais ce film. Ah là là ce film. Jim Carrey il est monstrueux dedans. Et Meryl Streep qui joue la tante Agrippine, pareil, putain. Je l'avais vu au cinéma, j'avais été traumatisé quand j'étais petit. Les 4 Fantastiques, La vie est belle de Benigni. En troisième, on étudiait la Seconde Guerre mondiale. C'était notre film de fin d'année, je sais pas comment dire. On l'avait revu, toute la classe avait pleuré, je me rappelle. Incroyable ce film. Je suis une légende avec Will Smith. Et pour le coup, c'est vraiment grâce à Christophe que j'ai appris qu'il y en avait d'autres avant. Moi, je pensais que c'était littéralement le premier qui avait jamais été fait. Et en fait, non, il y en avait 2 autres avant. J'ai quoi? J'ai Nos jours heureux, j'ai tout en fait, j'ai plein de souvenirs. Le film, évidemment, le film sur les Doors d'Oliver Stone. On n'aime pas ce biopic sur les Doors, mais en tous les cas, on en a pour notre gym. Oh no, we in the air, we're taking over. Come on! La Guerre des mondes de Steven Spielberg. Oh la vache. Je crois que c'est le film qui m'a fait le plus peur. Et la première fois que je l'ai vu, c'était en location en plus. Je l'avais pas vu au cinéma. Mais aujourd'hui encore, j'en fais des cauchemars de ce film. Il est terrifiant. J'avais 9 ans, je crois. On l'avait loué. Et moi, j'étais trop content. Je me suis dit, ouais, film d'alien, etc. Et au final, ça a été horrible. Et mon frère, ce bâtard, il me l'avait offert à Noël 2 ans après, je crois. Et d'un côté, c'était pas plus mal. Comme ça, j'ai pu le revoir, le re-revoir et affronter ma peur de ce film. Et aujourd'hui, c'est un de mes films préférés. Hyper sous-côté, je trouve, en vrai, ce film de Steven Spielberg. Les critiques, elles étaient pas dingues. En plus, il me semble. Alors que c'est un chef-d'œuvre, quoi. Dans le genre Alien, il est incroyable. Il y a pas tout ce côté armée américaine, gouvernement, comment niquer les martiens et machin. Non. C'est vraiment une famille lambda américaine qui essaie de survivre un cataclysme. Genre, c'est comme si, demain, avec ta famille, t'es plongé au cœur de ça et tu dois survivre. Il y a pas les gros molosses avec des grosses mitrailleuses. Non. Et c'est ça qui m'avait le plus terrifié, en fait. Les fautes d'orthographe, putain, un film de Jean-Jacques Zilberman. Je l'avais vu quand j'étais petit, je me rappelle, avec mon frère, je crois. Bon, après, j'avais pas trop compris l'histoire, c'était un peu trop abstrait, si je puis dire, à mon époque. Moi, ce que je voulais, c'était du Harry Potter, du Pirates des Caraïbes, et tu sais, moi, je les ai tous d'ailleurs, je les ai tous, ils sont encore là. Je l'avais revu quand j'avais 14 ans, et à l'époque, je me rappelle, j'étais vraiment la crise d'ado hyper vénère. J'avais des mauvaises notes, j'étais tout le temps en heure de colle, etc. Et ce film, il m'avait donné encore plus envie de foutre le bordel, en fait. Des jeunes qui se rebellent dans un internat contre l'autorité. Incroyable ce film. Ploum ploum tralala, Anarchie vaincra. Des spectacles de Gad Elmaleh, Papa est en haut, putain, sans tambour. Toutes les saisons des Simpsons, Slumdog Millionnaire de Danny Boyle. Pareil, on l'avait vu au cinéma en famille, je me rappelle. C'était un Gaumont à l'époque et ouais, j'avais pris une claque, je me rappelle plus quand il est sorti. En 2008, je crois, en 2009, je sais plus. Ça a été un carton évidemment, oscarisé, etc. C'est dingue de voir tous ces films. Ce qui est incroyable, c'est que tous ces films que j'ai là, et comme je disais, il y en a beaucoup qui sont chez mes parents, mais là j'ai gardé que les principaux, ceux qui me tiennent à cœur, entre guillemets, ici. Tous ces films qui sont là, je les ai soit vus au cinéma au début, ou après je les ai loués un nombre incalculable de fois avant de me les procurer, quoi. Qu'est-ce que j'ai? Avatar, ouais. De Cameron, je l'avais vu au cinéma en famille, peu de temps avant Noël, et c'était une dinguerie, une révolution. Le premier film 3D au cinéma, genre c'était la folie furieuse. Le coffret Jurassic Park, quand je les revois, je les regarde en DVD, pas en streaming, alors qu'ils sont sur les plateformes aussi, mais c'est partie de mon plaisir de les remater en DVD, ce genre de film. Ils doivent être bien rayés aussi, j'imagine. Fatal. Fatal. Dinguerie ce film aussi. C'est l'un des derniers films que j'avais loué à l'époque où il y avait encore les vidéoclubs. J'avais pété un câble, je l'avais demandé en DVD pour Noël celui-là. C'était un culte, ça. Il est si bon, le savane, papy brossard. J'étais en 4ème, on le faisait tout le temps, on limitait tout à la cour de récré, c'était n'importe quoi. Putain, c'est la belle époque quand même, ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Willow.
Une des premières productions de George Lucas avec Val Kilmer. J'adore ce film, il est incroyable. Pareil, je l'avais loué celui-là, j'avais tellement adoré que j'avais demandé à mes parents de l'acheter en DVD. Bien rayé aussi. Peter Pan 2, putain, loué beaucoup de fois. Et après en DVD. D'ailleurs, trop bizarre, j'ai jamais compris. Le DVD est à gauche et pas à droite, à l'anglaise. Ils se sont emballés les mecs. Oh là là, les malheurs de Sophie. Ça, c'est à ma sœur. Il faut que je le rende d'ailleurs. My bad. Pareil, quand je les remate en DVD, pas sur internet. Je sais même pas si on peut les trouver sur internet d'ailleurs. Mais quelle chance en vrai d'avoir tout ça. C'est des trésors en vrai. Bruce Tout-Puissant et Jim Carrey. L'un des rares cadeaux que j'ai eu de la part de mes parents parce que j'avais des bonnes notes. Voire même le seul, je crois. L'un des premiers grands rôles de Steve Carell au cinéma. Les choristes, je me rappelle très bien du carton que ça avait fait. J'ai ce souvenir de quand j'étais petit, de voir l'affiche qui restait des mois et des mois sur l'aventure du cinéma dans lequel on allait en fait. Et c'est dingue parce qu'à l'époque, je me rappelle, pour moi, ça restait 2 semaines maximum. Et cette affiche était restée des mois entiers. L'intégrale des Soudoués avec Daniel Auteuil, les deux qui ont été réalisés par Claude Zidi. Ça pareil, je préfère les regarder en DVD. Ouais, un peu rayé quand même. En même temps, je l'ai bien saigné lui. Disons, le grand, il va en prendre plein la gueule pour pas en ronfler. Et ouais, ça fait partie des rares films où plutôt que de le lancer sur internet, en plus pour le coup il y est, c'est un petit plaisir, je mets le lecteur DVD chez moi, sur la vieille télé, j'ai une vieille télé à l'ancienne. J'adore ce film, qu'est-ce que je le kiffe putain. On ne peut surtout pas rêver. Pour vivre heureux, vivons couchés. Vous voyez, on a tout figé. Il m'a tellement inspiré à faire des conneries au collège ce film. Je suis très client pour le coup des plateformes streaming, etc. C'est à mentir que dire le contraire. Ça fait longtemps que j'ai pas loué de film, mais les DVD par contre je suis encore hyper attaché et heureusement parce que comme je l'ai dit plus tôt, il y a plein de films que quand je veux les revoir, ils sont pas sur internet et j'ai de la chance de les avoir où je sais que je les aurai à la campagne quoi. Je me souviens d'un samedi où il y avait un petit peu de monde et puis j'étais derrière le comptoir, j'avais mon collègue qui était un petit peu caché derrière et je vois rentrer un grand barbu. Donc le grand barbu rentre et puis en fait le grand barbu il était là quoi. Je pensais qu'il était passé dans le fond du magasin, il était là. Okay. Donc il m'a entendu dire à mon collègue, le type qui rentre là, ça serait pas un rugbyman par hasard. S'il me trouvait une gueule qui me disait quelque chose. Et là le mec se met devant moi, me regarde et me dit non, je suis footballeur. C'était Eric Cantona en fait. Mais non, oui, incroyable. Qui venait de tourner l'Outre-Mangeur, donc voilà pourquoi sa tête m'était un peu familière. Tu me disais que du coup tu étais musicien, donc vraiment à fond dans la musique. Qu'est-ce que tu faisais Est-ce que le cinéma et la musique étaient ensemble ou le cinéma Non, le cinéma a toujours été une passion parce que chez moi on regardait beaucoup, on n'allait pas forcément beaucoup au cinéma parce qu'on pouvait déjà à l'époque pas forcément aller 3 ou 4 fois par semaine au cinéma ou se payer le cinéma 3 ou 4 fois par semaine. C'est vrai que c'est avec la naissance des vidéoclubs qu'on a toujours regardé beaucoup de films à la maison. Et la musique oui, c'est une passion d'ado, comme beaucoup avec les copains du collège, tu fais de la musique, mais bon. Puis après j'ai repris le vidéoclub, j'avais une 30aine d'années, donc bon, j'ai pas non plus tourné. Ouais, j'aurais souhaité. Ouais. Ça a toujours été underground. Ouais, d'accord. Underground. Et tu faisais quoi? Guitare, batterie, chant, batterie. Ok, d'accord. Et t'en fais toujours Depuis le Covid, j'ai un peu, comme je suis pratiquement tout le temps tout seul maintenant au magasin, que j'ai pas grand monde pour me remplacer, et que forcément je travaille quand les autres ne travaillent pas. Donc il faut que je me fasse remplacer et c'est compliqué. Donc depuis le Covid, j'en fais moins. Ouais. Mais les dernières choses que j'ai fait, c'était avec l'ancien guitariste des Balmanars. Je sais pas si tu connais, c'était un groupe de ska. Ça me dit quelque chose de nom, ouais. Il y avait à la basse un ancien guitariste des Special, mais c'était 2 Anglais. Oui, Special, ok. 2 Anglais qui faisaient du ska dans les années 80, parce qu'on a le même âge. Mais on faisait pas de ska, on faisait de la pop, de la Britpop, on a fait quelques albums, on devait commencer à partir tourner en Angleterre. Et c'est vrai que le Covid nous a coupé, un peu les pattes, on a eu du mal à rebondir, on a rebondi, j'en ai resté un an sans rien faire, on a joué comme tout le monde un peu, tu vois, à la maison, en s'envoyant des... Voilà, puis il s'est trouvé qu'à ce moment-là, il fallait que je sois au maximum à fond magasin pour le sauver, parce que c'était pas facile. Donc je reprendrai... Quand tu auras le temps et... Mes chers spectateurs, nous arrivons à la fin de ce documentaire et j'espère sincèrement que cela vous aura intéressé, captivé, que ça vous aura plu, que ça vous aura appris des choses. En tout cas, c'était tellement passionnant de rencontrer Christophe, de redécouvrir un vidéoclub, un commerce qui était autrefois incontournable. Et c'est dingue, ça n'a pas bougé. C'était un voyage dans le temps, c'était génial. N'hésitez vraiment pas à vous rendre au vidéoclub de la Butte, c'est dans le quartier de Montmartre, dans le 18e arrondissement à Paris. Perdez-vous dans les rayons, flânez, faites-vous conseiller par Christophe pour louer un film. Il va vous faire découvrir des réalisateurs, des films que vous n'auriez jamais soupçonnés avant. Il faut continuer de faire vivre ce lieu
mythique, qui est un résistant, un bastion, comme je l'ai dit plus tôt. Donnons du soutien à Christophe et à son établissement. En tout cas, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à réaliser ce projet sous ce format-là, d'être un peu plus sur le terrain, de rencontrer des gens, de leur parler, de leur poser des questions, plutôt que d'être en face caméra tout le long du bordel, même si j'adore ça. En tout cas, si ce type de format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce projet, je l'ai fait seul, donc, de A à Z, sur l'écriture, la pré-production, le tournage, le démarchage pour rencontrer Christophe, lui proposer le projet, le montage. Bref, j'ai tout fait tout seul. Et j'adore ça, c'est trop bien. Mais je vous apprends rien, c'est énormément de boulot. Donc si vous voulez me soutenir, il y a même pas besoin de participer à une cagnotte ou me faire des dons. Non, pour l'instant, j'arrive à me débrouiller tout seul et c'est très bien comme ça. Mais si ça vous a plu, je vous demanderai juste de vous abonner, de diffuser des documentaires autour de vous, d'en parler. Ça ne vous coûte rien du tout. Et moi, derrière, ça me donne de la visibilité à ce projet. Et puis, on va pas se mentir, même si j'ai adoré faire ce projet et que j'adore créer de façon générale, c'est vrai que c'est toujours plus gratifiant quand le travail est salué derrière, on va pas se mentir. J'ai encore une multitude de documentaires, de projets qui sont en travaux et j'ai super hâte de les mettre à jour. Alors, ce documentaire sort, nous sommes le 22 décembre. C'est la dernière ligne droite avant les fêtes de fin d'année. Ainsi, je vous souhaite à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année avec vos proches, votre famille, vos amis. Merci à toutes et à tous de m'avoir regardé, d'avoir vu ce documentaire. J'espère que ça vous a plu une fois encore. Et je vous propose de nous rendre au vidéoclub une dernière fois afin de dire au revoir à Christophe. Au revoir. Merci beaucoup. Merci François de ta visite. C'était super intéressant, j'ai appris énormément de choses. C'est super important, je pense, de perpétuer un peu cette... Il y a le côté, effectivement, après on a parlé un peu du derrière du système d'un vidéoclub. Mais ouais, le plus important, c'est ça peut donner un peu envie, comme je dis à chaque fois, c'est de pousser la porte et d'être curieux. Exactement. Ouais. Voilà. Après, c'est pas un acte, on va pas aller jusqu'à un acte citoyen, mais c'est sûr, on est le petit Gaulois, l'irréductible, et si les gens veulent effectivement perpétuer et un peu soutenir un commerce culturel de proximité, même si des fois il faut traverser un arrondissement, 2 ou un bout de Paris, ça sera récompensé. Merci beaucoup. Merci Christophe. à toi François, et bien à vous, et vive le cinéma.